Salut tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, c'est un véhicule un peu inhabituel qu'on accueille dans le studio. C'est le Mercedes Sprinter 3 de nos rêves à l'échelle 1/18e. Alors malheureusement, je pourrais pas vous faire tourner le plateau parce qu'on manque un petit peu de débattement. Mais on va pas changer les bonnes habitudes pour autant. D'abord, je vais vous parler du modèle, puis de la miniature, mais avant tout, on va le découvrir en musique. C'est maintenant, go! Je vous le disais en introduction, voici donc le Mercedes Sprinter 3 de nos rêves à l'échelle 1/18e. Avant d'aborder le modèle en lui-même, je vais vous parler un petit peu de l'histoire globale du Sprinter. Alors, il faut savoir déjà qu'avant le Sprinter, il y avait le Mercedes T1. Lui, il est né à la fin des années 70 et il ressemblait à ça. Alors effectivement, niveau aérodynamique, il y a peut-être un peu mieux sur le marché. Mais néanmoins, c'est un modèle qui est parvenu à bien séduire les professionnels avec une bonne capacité de chargement, une construction très rigoureuse et une fiabilité à toute épreuve. Et finalement, ce modèle-là, il a eu une carrière à rallonge puisqu'il était au catalogue pendant 18 ans. En 95, le Mercedes T1 fout le camp et laisse sa place au Sprinter. Alors non, pas à celui-ci dans un premier temps, mais plutôt à ce Sprinter-là, le Sprinter 1. Et là, le succès a été immédiat. On avait un utilitaire beaucoup plus profilé, avec un avant façon un peu TGV, avec différentes capacités de chargement, différentes longueurs, différents aménagements, et pour le coup, le public a vraiment répondu présent, si bien que le Sprinter, il a vraiment connu un succès incroyable. Il est parvenu à séduire aussi bien les livreurs que les artisans, que plein de professions différentes qui ont vu un véhicule idéal pour leur activité. En plus, Mercedes a proposé plein de carrosseries différentes, dont la carrosserie aménagée qui permettait d'accueillir pas mal de monde à son bord, et c'était idéal aussi bien pour assurer de petites lignes urbaines de bus, ou bien pour transporter des groupes en vacances, ou même des enfants pour faire du ramassage scolaire. Bref, c'est un véhicule ultra polyvalent, le Sprinter. Alors bien sûr, dans sa carrière, il y a eu plusieurs restylages qui ont écumé la vie de ce Sprinter 1, si bien que lui aussi, il a connu une carrière plutôt longue, puisqu'il n'a quitté le catalogue qu'en 2006. 9 ans de carrière pour un utilitaire, c'est quand même pas si mal. 2006 à 2018, on a eu le Sprinter 2. Et là, c'est un modèle qui est quand même resté bien dans l'air du temps, parce que si en 2006, il ressemblait à ça, lors de son dernier restylage en 2013, il ressemblait à ça. Et là, pour le coup, on a quand même un visuel qui est resté très actuel, si bien que le Sprinter, il est vraiment un modèle assez emblématique que l'on trouve sur de très nombreux marchés et qui a séduit massivement. Là encore, on avait énormément de déclinaisons au choix. On avait notamment la version aménagée bus, entre guillemets bus. On avait des versions qui ont été carrossées directement par des carrossiers pour le coup, avec même des versions qui s'apparentent vraiment à un mix entre le bus et l'utilitaire, avec notamment des portes louvoyantes qui peuvent être installées à l'avant, donc c'est assez bluffant. On avait bien sûr des versions van, comme l'illustre ce Sprinter 3, des versions avec cabine approfondie, avec par exemple une partie qui est vitrée ici pour accueillir une deuxième rangée de sièges, tout en ayant une capacité de chargement à l'arrière. On avait aussi des versions avec une benne, des versions coupées là pour aménager comme on voulait à l'arrière, par exemple avec une caisse frigorifique. Bref, le Sprinter, il se plie vraiment à toutes les envies et à toutes les professions, et je pense que cette polyvalence-là, elle a largement contribué à son succès. Pour autant, le marché de l'utilitaire léger, parce que oui, on parle encore d'utilitaire léger quand on va jusqu'à 3,5 tonnes, c'est un marché qui a été largement occupé par les concurrents.
De nos jours, ça se voit encore plus puisque on a beaucoup de marchés. Il faut aussi admettre une chose, c'est que les constructeurs ont tendance à mutualiser leurs modèles pour tout simplement réduire les coûts. Par exemple, chez Opel, on avait le Movano qui reposait également sur une base de master. Avoir deux modèles sur une même base, c'est autant de réduction des coûts. Mais le pire, ou plutôt le meilleur, ça dépend comment on voit ça, c'était tout simplement chez PSA, puisque chez Peugeot, chez Citroën, chez Fiat et chez Dodge, on avait le même modèle. La seule différence, c'est que le Dodge n'était pas destiné au marché européen, donc ils se sont fait un petit peu plaisir sur les moteurs. Je vais vous parler maintenant du Sprinter 3. Alors, c'est un modèle qui est au catalogue depuis 2018 et qui instaure en fait un tout nouveau faciès plus en raccord avec l'identité stylistique actuelle de Mercedes. Le but pour Mercedes, ça a été de séduire un public qui était séduit en fait par les technologies de la marque. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'un intérieur de Mercedes, quand c'est pas trop mal équipé et optionné, ça ressemble à ça, alors qu'un ancien Sprinter, ça ressemblait à ça. Bref, il y avait quand même une cassure, même si la fonction n'était pas la même. Donc là, pour le coup, avec ce Sprinter 3, ils ont essayé de tout simplement le moderniser en intégrant un maximum de codes issus de l'automobile. Et ça passe aussi par le style avec ce monsieur qui tombe, et notamment un capot un peu plus penché en avant, qui lui fait un peu plus automobile. On a également des phares un peu plus profilés, et bien sûr la grande calandre, qui est un gimmick actuel sur tous les modèles Mercedes, et chez beaucoup de fabricants. Il faut savoir également que ce Sprinter-là, il propose un choix assez intéressant, c'est celui de la transmission. Alors, ça peut paraître très bête, mais il faut savoir que, initialement, la plupart des utilitaires légers tels que celui-ci étaient des propulsions. C'est-à-dire que c'est les roues arrière qui entraînaient le véhicule. Sur le Sprinter, on a le choix entre trois transmissions. Transmission arrière, propulsion, transmission avant, traction, ou transmission intégrale. Les 4 roues sont alors motrices. Ce choix-là, il permet en fait de s'adapter aux contraintes de chaque activité en proposant justement du choix. Pour certaines activités, c'est largement suffisant d'avoir la traction avant. Ça permet également de libérer de la place pour le plancher, d'avoir un plancher un peu plus bas, une meilleure motricité. A l'inverse, avoir des roues arrière motrices, ça permet d'avoir un meilleur grip et tout simplement de pouvoir emporter des charges un peu plus lourdes. On notera d'ailleurs que certains sprinters sont beaucoup plus longs que celui-ci. Là, c'est le Sprinter normal qui mesure 5,93 m de long. Alors, à l'échelle 1 bien sûr, hein. Et c'est déjà quand même un véhicule assez long. Là, on est donc sur le gabarit standard du Sprinter. Il existe également une version courte qui est pour le coup beaucoup plus courte. Ce modèle-là, il a été disposé avec plusieurs motorisations, à savoir des moteurs diesel 4 cylindres et un V6 également diesel, mais également une motorisation électrique, et ça, c'est encore plutôt rare dans le segment, et c'est vrai que pour les livraisons urbaines, ça peut largement suffire. On va maintenant pouvoir s'intéresser à la miniature 1/18e. Alors, il faut savoir que ce Sprinter-là, c'est pas tout à fait une nouveauté chez Norev. Il est déjà sorti dans ce même coloris, mais avec les pare-chocs peints, mais également en blanc avec également les pare-chocs peints. Cette version-là, c'est donc la 3e au catalogue, enfin 4e si on inclut également celle qui était livrée sans peinture avec le métal brut. Celle-ci, elle se caractérise tout simplement par ses pare-chocs en plastique non peints. Ça permet en fait d'avoir une finition un peu plus légère dans l'apparence avec des jantes en acier avec un petit enjoliveur central. Bref, je trouve que c'est un modèle qui présente bien, et pour le coup, il est vraiment fidèle à la réalité, même s'il est très lourd. Pour Norev, ce modèle-là, c'est également un beau challenge, parce que, effectivement, les utilitaires ou 1/18e, ils sont quand même plutôt rares. Et Norev, la carte à jouer qu'ils ont, c'est qu'ils ont proposé plein d'ouvrants. Et justement, c'est ça que j'apprécie chez Norev, c'est qu'ils sont capables de faire le meilleur comme le pire avec la 206RC que je vous avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une fiche ici. Faute de pouvoir utiliser le plateau, je vais vous faire tourner un petit peu le modèle. On va commencer par l'avant. Alors, c'est un avant que je trouve relativement réussi. On a une calandre qui est assez réussie et qui a l'avantage de tout simplement être réellement percée. Si je descends un petit peu la caméra, on voit qu'on peut voir à travers. Donc ça, niveau réalisme, c'est pas mal. Même si le fait que les lamelles soient tombantes vers l'avant, on ne perçoit pas vraiment tout ce qui est derrière. Mais ça prouve bien que Norev a fait des efforts cette fois-ci, et ça fait très plaisir. Les optiques avant sont relativement réussies, les points de fixation sont vraiment placés sur les confins des côtés, les ajustements sont tout à fait corrects, c'est pas excellent mais c'est plutôt bon. Alors les ajustements d'ouvrant, on en parlera plus tard parce que effectivement le capot n'est pas ouvrant sur ce modèle-là.
On a également un pare-choc qui est plutôt réussi, bien qu'il soit relativement classique dans sa présentation. On note qu'on a des anti-brouillards qui sont des pièces rapportées. Le logo avant, il est tout simplement mis en peinture assez subtilement. Ça fait le travail. C'est plutôt bien fait, bien appliqué, donc je n'ai pas à m'en plaindre. Les grilles de capot sont également des pièces rapportées. Elles sont plutôt fines aussi. C'est relativement satisfaisant dans l'ensemble. Au niveau du côté, ça me plaît beaucoup. Alors il faut savoir que sur les utilitaires, le côté gauche et le côté droit ne sont pas systématiquement identiques. C'est le cas ici, j'en parlerai un petit peu après. On a donc des jantes qui, à mon sens, apportent une vraie valeur ajoutée. C'est des jantes façon acier, avec l'enjoliveur de roue qui a été reproduit. Les pneus sont en caoutchouc, ils sont plutôt pas mal. Par contre, on remarque assez vite que le modèle s'écrase un petit peu. En effet, c'est une miniature qui est lourde, et on voit bien que pour les suspensions avant, elles aiment pas trop ça. Hormis ça, c'est plutôt bon. Les ajustements d'ouvrant sont relativement corrects. C'est pas excellent, mais honnêtement, je trouve ça tout à fait convenable pour le placement tarifaire. On a également la jonction de la porte coulissante qui est plutôt propre aussi. C'est assez honnête. Sur le côté, on perçoit des baguettes de protection en plastique et les catadioptres orange. Catadioptres orange qui sont tout simplement mis en peinture. Ce ne sont pas de vrais catadioptres. Alors, est-ce que ça ternit un petit peu le bilan général? À mon sens, non, c'est pas dérangeant parce qu'on n'y fait pas spécialement attention. Les poignées de porte sont des pièces rapportées en plastique, donc ça c'est plutôt pas mal. Les rétroviseurs, ils sont intégralement en métal. Donc ce qui fait que si on ouvre la porte avec le rétroviseur, la porte s'ouvre sans créer de dommages. Donc ça c'est très très bien de la part de Norève. On a également un rendu général qui est très bon. Je trouve que la ligne est bien reproduite. Les vitres sont bien transparentes en plus d'être totalement dures. Donc tout ça en fait ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et si bien que je trouve que en matière de réalisme, l'image telle que vous la voyez là et moi telle que je la vois derrière la caméra, je trouve qu'on a un visuel qui est vraiment très très bon. Ce côté-là, il est proche sans être proche. La principale différence, c'est qu'il n'y a pas de porte coulissante. Cette dernière était en option, mais il faut savoir que sur les utilitaires légers, tous segments confondus, généralement, il n'y a qu'une seule porte latérale coulissante qui se trouve généralement du côté de la route. Sur les modèles français, la porte coulissante est donc à droite, puisqu'elle est du côté du trottoir. Sur les modèles anglais, c'est l'inverse, elle est généralement juste à gauche, puisque les trottoirs sont à gauche, parce qu'on roule à gauche. On est donc sur l'arrière. Je descends un petit peu le plateau. On remarque tout de suite qu'on a des pièces assez intéressantes, comme par exemple ce marchepied. Ça, je trouve ça très bien de la part de Norève de l'avoir reproduit. On remarque également qu'on a des suspensions qui sont fonctionnelles aux 4 roues. C'est très sympa. On a également l'emplacement de plaque d'immatriculation et sa petite bande qui, elle, par contre, est moins bien appliquée. Cette partie-là, qui est noire, elle a tout simplement été mise en peinture, mais ça aurait pu être un peu meilleur quand même en matière d'application. On a toujours une poignée de porte qui est en plastique rapporté. Les optiques sont une pure réussite. Là, franchement, bravo à Norève d'avoir fait ça. Déjà, c'est hyper translucide, il y a un beau jeu de texture et visuellement, c'est hyper impactant, c'est vraiment très très bien. On note également qu'on a un troisième feu stop là qui lui par contre est peint et là par contre je trouve ça un peu plus dommage parce qu'en fait il accroche davantage l'œil. On perçoit également qu'on a 2 portes battantes, chacune étant dotée d'un essuie-glace parce que effectivement vu qu'elles s'ouvrent indépendamment l'une de l'autre, on ne pouvait pas avoir un seul essuie-glace. Donc je trouve ça assez marrant d'avoir 2 essuie-glaces à l'arrière. On a également le logo Mercedes qui est appliqué ici en décroché. Alors là par contre c'est un petit peu moins bien qu'en réalité, mais encore une fois, réaliser une miniature c'est également faire l'objet de contraintes, et d'un point de vue technique, je pense que Norève ne pouvait pas faire mieux que ça. Au niveau du toit, il n'y a rien à en dire, on a tout simplement des petits jeux d'habillage qui ont été reproduits. Et au niveau du châssis, alors c'est vraiment une miniature qui est très lourde, c'est assez impressionnant. Alors on remarque ici qu'on a des roues simples, on n'a pas les roues jumelées comme on peut avoir sur certaines versions. La qualité du châssis, je trouve qu'elle est bonne. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à voir. On perçoit également qu'on a un axe de transmission ici. Donc ça veut dire tout simplement qu'ici c'est une version propulsion. C'est-à-dire qu'on voit bien que la puissance arrive du moteur ici. Elle est transmise via l'arbre de transmission jusqu'au différentiel qui distribue ensuite uniformément la puissance aux 4 roues. On perçoit également qu'on a des étriers de frein qui ont été appliqués, sauf que comme on a des jantes en acier avec des petits trous, on ne les perçoit pas. Mais ça prouve bien que cette fois, Norève a vraiment cherché à faire du détail, même sur les parties qui ne sont pas visibles de base. Donc ça encore, c'est un très bon point. Passons maintenant aux ouvrants. Alors, sur ce modèle-là, il y a 4 ouvrants.
Il y en a même 5. On va commencer par la porte avant. La porte conducteur. Alors, on remarque tout de suite une chose que je trouve très bien, c'est que Norev a eu l'initiative de placer des petits aimants sur ses portes et sur les habillages, ce qui permet en fait de bien maintenir fermées les portes. Donc ça apporte vraiment du réalisme. Et je pense que c'était aussi une nécessité parce que malheureusement, les charnières de portes que Norev nous propose, c'est des charnières de portes qui sont vraiment pas très très belles. C'est vraiment des charnières à l'ancienne. Et c'est vrai que niveau réalisme, c'est pas terrible. Heureusement, elles sont quand même pas trop loin d'être dans l'axe, mais elles ne sont pas dans l'axe. Donc pour le coup, je pense que les petits aimants sont vraiment une nécessité absolue. Au niveau de l'intérieur, alors je vais le découvrir en même temps que vous, on a donc un volant qui est bien reproduit. Il a un très léger mouvement qui est relié aux roues. On a des compteurs numériques qui sont plutôt pas mal. Les aérateurs sont également mis en peinture, du moins sur les côtés, donc ça apporte du réalisme, c'est plutôt bon. On a aussi une console centrale qui est plutôt pas trop mal dans l'ensemble. L'écran tactile central est également reproduit assez finement. On a pas mal de commandes qui ont un visuel dessus, donc ça apporte là aussi du réalisme. On découvre 2 pédales au sol. On perçoit que les parties hautes ont été habillées. Donc là encore un très bon point, je m'y attendais pas forcément. Par contre les montants A ne le sont pas. Bon, petit bémol à ce sujet-là, mais c'est pas trop grave. Les contreportes sont également satisfaisantes dans l'ensemble. Les charnières du coup elles sont au nombre de 3. C'est un petit peu à mon sens le point noir de ce modèle-là. Alors il y avait sûrement des contraintes qui ont fait que Norev n'a pas pu faire mieux que ça. On a également une banquette à 3 sièges, avec un siège conducteur qui est indépendant et les 2 autres sièges qui sont liés façon banquette. Donc là encore, c'est réaliste et ça reproduit assez bien ce qu'il y a dans la réalité. Passons maintenant sur la deuxième porte. La porte passager. Pas beaucoup de choses à observer de plus. On a quand même un sol qui est assez inégal. Alors je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des traces de colle ou de poussière qui sont restées? C'est assez bizarre. Alors il faut savoir que la miniature, je l'ai déballée seulement il y a 2 jours. Elle est restée fermée, donc c'est assez bizarre quand même. Ouais, ça a l'air de partir. Bon, écoutez, tant mieux. On a également beaucoup de détails sur la planche de bord. Donc là encore, ça apporte du réalisme, c'est plutôt bon. Les essuie-glaces d'ailleurs, ils sont relativement fins également. Les boucles de ceinture sont peintes en rouge. Alors bien sûr, on n'a pas de feutrine au sol. Déjà, il faut rappeler que c'est un utilitaire, donc de base, il n'y en a pas nécessairement. Mais globalement, c'est plutôt bon. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir à l'intérieur, c'est très austère. Mais ça a le mérite d'être assez bien reproduit, donc j'en suis satisfait. Passons maintenant au 3e et 4e ouvrant, que sont les battants arrière. Alors, on ouvre bien sûr d'abord le battant de droite, puisque celui de gauche est condamné pour l'instant par cette encoche. Et on découvre des portes qui ont tout simplement une retenue, qui est plutôt pas mal. Alors, l'intérieur est relativement bien habillé. On a un habillage en plastique qui est mis de tous les côtés. On a également une petite vitre au fond qui permet de voir le poste de conduite. Enfin, l'idée, c'est plutôt l'inverse, c'est que le conducteur ou ses passagers puissent regarder ce qu'il y a à l'arrière. Donc là encore, c'est très satisfaisant. L'espace de chargement, il est quand même relativement bon. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais vous emmener en visite directement à l'intérieur. Alors, ça se passe comme ça. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on peut voir à l'intérieur. Alors, effectivement, c'est pas hyper lumineux, mais c'est quand même plutôt bien fait. On a les passages de roues qui sont ici. Et le dernier ouvrant, en fait, c'est tout simplement la porte latérale coulissante. Alors, je vais la pousser de l'extérieur, parce que c'est plus simple pour l'ouvrir. Mais on peut également l'ouvrir de l'extérieur. Donc, ça, je vais y revenir après, mais ça nous permet en fait d'avoir un peu plus de luminosité dans l'habitacle. Et je trouve ça carrément plus sympa. C'est vraiment un chouette modèle. Bon, on a fini avec les ouvrants. On va pouvoir revenir un petit peu sur la porte coulissante. Alors, c'est la première miniature avec porte coulissante que je vous présente sur la chaîne, et c'est vraiment un mécanisme que je trouve intéressant. Alors, j'ai néanmoins une recommandation à vous faire, c'est tout simplement quand vous avez cette miniature-là, passer de l'huile directement sur la charnière. Ça va permettre en fait de faciliter le coulissement, mais également d'éviter d'altérer la peinture, parce que si vous regardez bien, la porte coulissante, elle repose sur 3 axes. Celui du milieu, c'est le plus important.
Et en fait, il est en appui direct sur le rail. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois que la porte s'ouvre, on a une friction qui se fait entre le rail et l'axe de la porte. Donc, au fur et à mesure du temps, ça peut altérer la peinture et donc faire un petit phénomène d'écaillement. Donc, il vaut mieux bien l'huiler. Comme ça, ça limite le phénomène. On a également une fixation en haut et une fixation en bas. En fait, il y a tout simplement les rails qui coulissent et qui sont guidés dans le dessous pour fermer la porte et vraiment avoir un phénomène réaliste. Si je referme la porte, on voit bien que la porte d'abord coulisse avant de rentrer. Donc c'est plutôt bon, sachant que pour la rouvrir, là par contre c'est un peu plus compliqué. Il faut tout simplement faire appui légèrement en haut. Alors moi je vais vous remettre sur votre base. Il faut tirer la poignée légèrement et ensuite agripper la porte en haut et en bas pour permettre son coulissement. C'est un coulissement qui est d'ailleurs plutôt propre, mais vraiment il faut impérativement le huiler. On notera d'ailleurs qu'on a également des aimants qui ont été disposés en haut et en bas afin de maintenir cette porte tout simplement dans son espace. Donc là encore, on a vraiment un travail de nos rêves qui a été effectué rigoureusement. Faut dire ce qu'il en est, ils ont quand même des compétences, ils ont quand même un savoir-faire, et je trouve que ce modèle-là l'illustre vraiment bien. Alors j'aurais vraiment aimé vous faire tourner ce plateau, ça me frustre un petit peu de ne pas le faire, mais malheureusement ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien tout simplement je vous dirais que ce modèle-là, si vous intéresse, il faut vraiment l'acheter sans attendre. Il faut savoir que les sprinters de nos rêves, c'est toujours un gros succès, et malheureusement les modèles se vendent très rapidement et sont très rapidement stock out. Donc si vous voulez l'acheter, je vous mets un lien en description. Le prix maximum conseillé, c'est 95 €. Si vous attendez ou vous voyez cette vidéo-là dans un an, malheureusement, je pense que vous ne pourrez plus le trouver à moins de 100 €. Il sera bien au-delà. J'espère en tout cas que ce modèle-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'a pas plu, n'hésitez également pas à me le dire en commentaire. Pour ma part, mon bilan est quand même très bon. On a quand même un modèle là qui est du grand no rêve. Là, je retrouve enfin du no rêve audacieux, qui a l'ambition, qui fait des efforts pour faire plaisir aux collectionneurs. Et ça, par rapport aux dernières productions un peu revues, je trouve que ça fait plaisir à voir. Donc ce modèle-là, la référence c'est 183 424. Vous regardez en description si vous voulez, je vous rajouterai des liens au fur et à mesure du temps. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye. D'ailleurs pour l'outro, je vais le faire tourner moi-même. Ça va être un peu moins sympa, mais bon, faute de mieux.